Tu parles bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla 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 bla. Tu parles bla bla bla, bla bla bla. Moi j'ai voté pour le RMI et j'ai voté pour la retraite à 60 ans, que les choses sont claires. Mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire. Le financement des retraites est équilibré jusqu'à l'horizon 2020. Madame Parizeau, la présidente du MEDEF, vous suggère de passer à la vitesse supérieure en doublant cette mesure, 41 années de cotisation. D'une deuxième mesure, ce serait la retraite à 63 ans et demi. Et elle dit, si on ne fait pas ça, à un moment donné, on ne pourra plus payer les pensions. Vous dites Banco? Elle a le droit de dire ça, je dis que je ne le ferai pas. Pour un certain nombre de raisons. Et la première, c'est que je n'en ai pas parlé pendant ma campagne présidentielle. Ce n'est pas un engagement que j'ai pris pour les Français. Je n'ai donc pas de mandat pour faire cela. Et ça compte, vous savez, pour moi. Au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance. Il est anormal que des personnalités socialistes aussi importantes que Madame Aubry, que Madame Royal, que Madame Guy, que d'autres n'aient pas encore trouvé les mots pour appeler les lycéens à ne pas aller manifester. Et je le dis comme je le pense, ça c'est irresponsable. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, pour la 6e fois, des millions de salariés, de familles, de jeunes sont à nouveau dans la rue pour exiger que vous remettiez sur la table votre mauvais ouvrage de réforme des retraites. Je vous accuse, Monsieur le Premier ministre, de provoquer le désordre, l'affrontement, la paralysie de l'économie du pays. Votre entêtement, les provocations, votre mépris pour la démocratie risquent d'avoir de graves conséquences pour notre pays, notre peuple. Un gouvernement responsable doit savoir écouter et entendre. La Constitution de notre République prévoit le droit de grève et nous devons le respecter. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur. Et donc on le voit bien, un message en particulier destiné aux jeunes, invités à se montrer responsables par l'ensemble du gouvernement. On sait bien que ici à l'Élysée, Nicolas Sarkozy suit de très près le mouvement étudiant, le mouvement des lycéens, et c'est pourquoi ce message d'un maintien du cap de la réforme s'est accompagné d'une attaque assez violente à l'encontre des responsables socialistes, en particulier de Ségolène Royal, qualifiée d'irresponsable pour continuer à appeler les jeunes à manifester s'ils le souhaitent. J'ai 16 ans, qui va payer la retraite de mes parents? Eh ben c'est toi. Toi, tu ne saurais mentir. Alors dis-moi, bille de bois, où est Shrek? C'est que je sais pas où il est pas. Tu tentes de me dire que tu ne sais pas où est Shrek?
Il est peut-être pas déraisonnable d'envisager que je ne dise pas ou tout comme que ce soit quasi partiellement incorrect. Tu sais donc où il est? Ah, au contraire, il n'est pas absurde ou coup-ci coup-ça d'envisager l'idée ni saute ni grenue que, somme toute, de manière ni plus ou moins aléatoire, je sache en effet avec une nette incertitude où il pourrait n'être pas. Alors que de pas près, il aurait pu ne pas y être, et même s'il n'était pas là où je savais qu'il ne serait pas, ce qui voudrait apporter que joli, on t'a couru. Oh, ça suffit, Shrek, il court après les héritiers du trône. Il va ramener l'héritier. Non! Crochet, mets fin au règne de ce nouveau roi. Soit, mais ramène Shrek au palais. J'ai envie de m'occuper de lui moi-même personnellement. Vous avez zéro chance de l'attraper. Oh, dame Ned. Alors, tu viens nous parler de la fameuse promesse du gouvernement, la promesse que c'est bon, avec notre réforme, c'est 1 200 € pour tout le monde. Alors, il fallait bien trouver quelque chose pour faire passer la pilule. On veut contraindre les Français à travailler jusqu'à 64 ans. Et pour un peu adoucir, faire avaler la couleuvre, on leur a dit, mais vous savez, tous les Français vont avoir 1 200 € de pension minimum. Il y aura 1 200 € de retraite pour tout le monde. Alors, bon, dit comme ça, on est confiant, c'est plutôt bien. Fini les pensions indigentes, les retraites de misère. Certes, on va travailler jusqu'à en crever, mais pour ceux qui vont réchapper du cimetière, on aura 1 200 €, 1 200 € pour tous les vieux croutons. C'est en tout cas ce qu'annonçait fièrement la Première ministre Elisabeth Borne. C'était pas, il n'y a pas si longtemps, le 10 janvier dernier à l'Assemblée nationale. Nous voulons un projet qui finance les retraites et rien d'autre que les retraites. Nous refusons d'augmenter le coût du travail ou les impôts. Nous refusons de baisser les pensions. Au contraire, nous voulons les augmenter. Nous voulons un retour à l'équilibre de notre système à l'horizon 2030. C'est pourquoi, pour l'avenir de nos retraites, nous devrons progressivement travailler plus longtemps. Mais ça n'est pas tout. Nous portons un projet de justice, en tenant compte des carrières longues, en tenant compte de la pénibilité de certains métiers, en s'assurant que le même métier donne la même retraite. Nous défendons un projet porteur de progrès social. Nous augmenterons la pension minimale pour les futurs retraités à près de 1 200 € net par mois. Nous redonnerons toute leur place aux salariés proches de la retraite dans les entreprises. Alors les promesses n'engagent que ceux et celles qui y croient, comme dirait Chirac ou autre Pasqua, on ne sait plus. Oui, et pour continuer la citation, il y avait un camarade, pas très sympathique, qui s'appelle Nikita Khrouchtchev, qui dans les années 60 fut premier secrétaire du Parti communiste, qui disait que, en URSS, les politiciens sont les mêmes partout. Ils promettent même de construire un pont, même s'il n'y a pas de fleuve. Alors c'est vrai qu'on s'est très vite rendu compte que les 1 200 € de pension minimum, de retraite minimum, c'était pas vraiment ça. Alors moi, franchement, et je l'assume. Quoi? Je suis socialiste. Qui c'est qui a dit ça? C'est de la poudre de perlimpinpin. Ta gueule, ta gueule, ta gueule! L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. À la boulette. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. On dit 7. Hop! Moi, je veux pas diviser le pays. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je m'en fous! Dans les 5 ans à venir, moi, je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. C'est brillant, ça, comme idée. La réforme que je souhaite mener, c'est d'augmenter l'âge légal. Mener cet âge légal jusqu'à 65 ans. Non, si. Mener cet âge légal jusqu'à 65 ans. Je t'en pas, je T'es sincère. J'ai toujours été sincère. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ceux qui caricaturent ou répandent le mensonge font mal à notre histoire et à nos peuples. L'économiste Michael Zemmour, qui n'a rien à voir avec la chauve-souris raciste de CNews, mais dont on écoute religieusement et la démonstration implacable sur France Inter. On écoute. Donc j'ai entendu le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, dire à plusieurs reprises la pension minimale à 1 200 €. C'est une phrase qu'on entend. Il n'y a pas de pension minimale à 1 200 € dans la réforme. Même des personnes qui ont une carrière complète ne seront pas garanties d'avoir 1 200 €. Même des gens, vous êtes sûr de ça? C'est vraiment parce que le gouvernement, les papiers, ce que les documents le gouvernement dit, si vous avez une carrière complète, eh bien, ce sera 1 200 brut pour tout le monde. Tout le monde comprend comme vous. C'est pour ça qu'il y a un problème démocratique. Et même, il y a des gens qui ont compris que tout le monde aurait 1 200 € minimum, notamment pendant les élections. Bon, c'est complètement faux. On aura toujours
au moins une personne sur 4 qui sera sous les 1 200 € très nettement. Mais s'il y a une carrière complète, vous êtes d'accord de dire que c'est 1 200 €. Si vous avez votre carrière complète. Non, je vous assure que non. Il y aurait une mesure qui aurait permis de faire ça. Ça aurait été de dire, on garantit un minimum de 1 200 € quand vous avez une carrière complète. C'est pas la mesure qui a été choisie par le gouvernement. Vérifier dans le texte du gouvernement, parce qu'effectivement, ça change la donne. Donc finalement, la promesse du gouvernement de 1 200 €, c'est du bullshit, de la fake news, enfin tous les anglicismes que vous voudrez. Ouais. C'est la poudre de perlimpinpin, comme dirait un certain Emmanuel M. du 8e arrondissement de Paris. Et en fait, finalement, ça a été une promesse en l'air, hein, un simple élément de langage qui était destiné à faire passer la pilule. Parce que surtout, que ce que dit Michaël Zemmour, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 5 millions de retraités sous les 1 200 € de retraite par mois, et qu'après la réforme, vous aurez encore 4,2 à 4,3 millions de retraités. Donc c'est absolument énorme. Finalement, les seuls qui vont avoir 1 200 €, c'est ceux qui touchent aujourd'hui 1 100 €. Donc c'est une revalorisation minime, en plus avec l'inflation. Bien sûr, mais au-delà de ces débats-là économiques, c'est quand même le naufrage des intervieweurs, des journalistes de plateaux comme Léa Salamé, là, un peu quand même en tête. Ce qui est impressionnant, c'est quand même la forme, hein, plus que le fond de l'interview de Michaël Zemmour. On est dans un moment vraiment de dystopie politique et médiatique assez intéressant, où en fait, pendant un mois, un mensonge a pu prospérer sur tous les plateaux télé, malgré les fact-checkers, malgré les réseaux sociaux, où finalement, on a raconté, il y a des hommes politiques qui ont déroulé un discours en disant, voilà, on est membre du gouvernement et on garantit aux Français qu'ils auront 1 200 € de retraite. Et en fait, c'était absolument pas le cas. Et quand vous voyez les questions posées par Léa Salamé, bon, c'est pas digne du prix Albert Londres, hein. Si elle demande à Michaël Zemmour, mais c'est bien vrai ça? Vous êtes sûr de ça? Ah, le gouvernement dit que vous aurez une carrière complète. C'est quand même assez incroyable quand on sait que dans toutes les écoles de journalisme de France et de Navarre, on apprend en première année qu'il faut recouper une information, la vérifier, la confronter avec d'autres idées, surtout quand cette information provient d'une agence gouvernementale, d'un pouvoir qui verse peut-être pas dans la propagande, mais en tout cas dans la communication. Donc c'est quand même assez incroyable qu'aucun éditorialiste et journaliste sur les grands médias n'ait fait son travail pendant un mois. Alors, à sa décharge, Léa Salamé était tellement ratée, son interview qu'on vient de voir là, que quelques jours plus tard, elle a fait amende honorable sur France 2. On regarde un extrait. Et un des éléments qui était ce qu'ils appellent même le sucre social, oui, le gouvernement... Le sucre contre le salé. Voilà, le salé, c'est les 64 ans, et le sucré, c'était notamment cet élément de langage qui fait que partout, ils ont répété, et qui fait que même nous, journalistes, on doit balayer devant notre porte. Alors peut-être pas vous, Dominique Seux, mais tous les autres journalistes, parce que là, on entend tous les journalistes depuis votre démonstration sur Inter expliquer les choses, mais la vérité, c'est que ça fait 3 semaines qu'ils viennent sur les plateaux et qu'on entend dire pension minimale pour tout le monde, et donc on entend, en fait, que c'est 1 200 pour tout le monde, en fait. C'est assez quand même particulier et timide comme mea culpa. Attendez bien ce qu'elle dit. Même nous, journalistes, on doit balayer devant notre porte. Déjà, on va commencer par balayer devant la sienne, et puis charité bien ordonnée commence par elle-même. Ça montre bien à quel point notre système médiatique est malade, non seulement de ces grands milliardaires qui possèdent les principaux titres de presse, mais aussi de ces journalistes qui gobent sans broncher les discours d'un gouvernement. Parfois, j'ai l'impression qu'on est revenu à la télé est-allemande dans les années 80. J'exagère peut-être un peu, mais c'est quand même assez inquiétant. Voilà, on sent qu'il y a un tournant quand même, que dans les médias mainstream, même les journalistes les moins offensifs, habituellement, n'hésitent plus à attaquer le gouvernement sur ce point-là, sur les 1 200 €. C'est trop gros cette fois. Oui, la fake news ou l'intox ou ce que vous voudrez est tellement énorme que finalement, tout le monde est en train de se rendre compte que tout ça, c'était du flan. La retraite à 1 200 €, c'était du vent. D'ailleurs, même à BFM TV, c'est quand même pas des marxistes-léninistes. BFM TV, faut-il le rappeler, c'est la propriété du milliardaire, patron de SFR, Patrick Drahi. On commence à douter et puis on pousse les ministres du gouvernement dans le retranchement. On peut écouter. Non, votre projet de loi ne prévoit pas de pension minimale à 1 200 € comme ça a pu être dit. Vous avez dû entendre l'économiste Michaël Zemmour qui l'a démontré parfaitement sur France Inter. Pourquoi ne pas juste avoir dit on va revaloriser certaines petites pensions? Pourquoi avoir donné ce mirage d'une retraite à 1 200 € pour tout le monde? D'avoir 85% du SMIC net, c'est-à-dire en gros 1 200 €. Ça c'est faux, parce que ceux qui ont une carrière complète à temps partiel ne sont ça veut pas dire, concernés. ça fait 1 200 €. Même ça c'est faux. Ceux qui ont une carrière complète à temps partiel ne sont pas concernés. Je dis carrière complète au niveau du SMIC. Dans ce cas-là, il faut dire à temps plein, il faut le préciser. Au niveau du SMIC à temps plein. Et si vous, attendez, le SMIC à temps plein. Qui aura la retraite minimum à 1 200 €? Très peu de personnes. Les Français comprennent. Il faut déjà être à 1 100 € aujourd'hui. Non, mais vous voyez bien. Il faut déjà être à 1 100 € aujourd'hui. La retraite à 1 200 €, ça concerne très peu de personnes. Non, c'est pas vrai. Ça compte jusqu'à 100 € parce que nous avons pris cette décision importante. 100 €, c'est un objectif. Jusqu'à 100 €, pas pour tout le monde. Pour ceux qui ont une carrière.
pour ceux qui ont une carrière complète au niveau du SMIC, ils auront 100 euros. Ça sera propre. Ce qui a été perçu par l'ensemble de la population, je crois que vous ne pouvez pas dire le contraire, c'est que c'était une sorte de garantie à 1 200 euros. Dans ce débat, non mais attendez, parce que dans ce débat, on voit bien ce qui se passe. On voit bien ce qui se passe. On voit bien ce qui se passe. On parle pas de 1 800 000 personnes. Nos oppositions essayent d'entretenir. C'est dommage de ne pas répondre. Mais j'arrête pas de répondre. Non, mais quel est le vrai chiffre? Quel est le nombre de Français concernés par la retraite à 1 200 euros? Pourquoi vous ne le donnez pas? Parce qu'il est très bas. Mais parce que ça nécessite des calculs qui sont des calculs. Vous pouvez les faire. Pardon? On aurait bien aimé le dire dans les... Une séquence de journalisme assez rare qui fait le buzz, tellement que c'est rare qu'une journaliste fait du journalisme. Le pauvre Franck Riester, quand même. Ah oui, on a une pensée émue pour Franck Riester, qui a été fantomatique ministre de la Culture et aujourd'hui est non moins fantomatique ministre délégué des Relations avec le Parlement, qui s'était fait détruire en direct, atomisé façon puzzle, anéanti d'ailleurs en parlant d'anéantissement et de néant. Il m'a fait penser à la phrase de Clémenceau qui disait d'un obscur président de la Troisième République, quand il est entré dans le néant, il a dû se sentir chez lui. Je pense que c'est vraiment ce qui colle à Franck Riester. Et ça montre bien que, bon, finalement, les éditorialistes et les journalistes des grandes chaînes peuvent se réveiller. Mais c'est quand même incroyable quand tu es un gouvernement, que tu fais la promesse que tu sais que tu ne vas pas tenir. Au moins tu bosses, tu maquilles ça, tu mets des artifices, tu essayes de lui donner l'apparence de la vérité. Et là, on a un gouvernement qui est tellement nul qu'il n'arrive pas à mentir correctement. C'est-à-dire qu'il fait passer un énorme mensonge dont on sait qu'il va être démonté avant la fin de l'examen de la loi au Parlement, mais c'est pas grave. Et là, maintenant que les vannes sont ouvertes, les ministres, ils sont tout tremblants, ils vont sur les plateaux télé en bégayant, on a l'impression qu'ils montent au Golgotha. Confiance à un gouvernement qui est capable de mentir éhontément, et à ce point, qui est capable de sortir une énorme fake news en espérant qu'elle passe avec le soutien d'une caste médiatique. Et c'est encore plus grave. Comment faire confiance à un système médiatique qui, pendant 1 mois, n'a pas relevé l'énormité du mensonge du gouvernement? On a l'impression que ces journalistes-là n'existent qu'en relayant les éléments de langage de la Macronie. On se souvient de ces dîners organisés à l'Élysée entre Macron, les éditorialistes. Peut-être il va falloir que tout cela change. C'est sans doute la question. Merci Thomas. On se retrouve bientôt pour un nouveau décryptage. À bientôt Thomas. À bientôt. Le Groenland est le seul et unique pays de merde du monde. Hello! Que la paix est. Comme tous ceux qui sont dans son cas, Berthion est fébrile. C'est une voiture neuve. Je sais bien ce qui va se passer. Mais merde, je suis dans mon droit, non? C'est pas un délit non plus. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la vie n'est pas facile pour les gens comme Berthion. Des œufs pourris, les salauds! Ce qu'on reproche à Berthion, toucher une retraite à taux plein. Ici, ça pardonne pas. Taux plein, va. Depuis la nouvelle loi Micron sur les retraites, toucher une retraite à taux plein devient compliqué, voire suspect. Les salauds des chaussures neuves. J'y suis pour rien si j'ai travaillé depuis l'âge de 12 ans et si j'ai cotisé à une mutuelle qui m'a coûté la peau du cul. Mais ça, ils veulent pas comprendre. Sale taux plein, va. Dans une société groenlandaise composée à 90% de plus de 65 ans, ayant eu des vies professionnelles compliquées, ce statut est vécu comme un privilège insupportable. On le tuerait bien, mais si c'est pour voir sa veuve toucher une pension de réversion à taux plein. La solution serait peut-être d'imaginer une retraite merdique pour tous. Un amendement à la loi Micron serait sur le point de remédier à cette injustice. L'âge de la retraite est doublement injuste. Injuste car elle écarte d'emblée la recherche d'autres recettes, et notamment la mise à contribution de l'ensemble des revenus, et en particulier ceux issus du capital. Ma question est double, mais elle est très simple. Allez-vous réellement prendre en compte les propositions des différents partenaires sociaux, ou allez-vous imposer une réforme déjà décidée par l'Élysée? Allez-vous, oui ou non, reculer l'âge de la retraite de 60 à 63 ans? Autour du candidat réélu, Olivier Dussopt, qui se présentait sous l'étiquette socialiste. On peut être fidèle à sa famille politique, constructif par rapport au nouveau président de la République et en même temps avoir des exigences. Je siégerai dans le groupe socialiste, mais je ne serai pas dans une opposition systématique. Faire cette réforme, c'est avoir le courage nécessaire que d'autres n'ont pas eu. Toutes les malices, toutes les contre-vérités. Moi, je considère qu'il ne faut jamais être dans le déni. Il y a des Français qui s'opposent à la réforme parce qu'ils ne veulent pas
travailler en 2 ans de plus. Le moment de la retraite, la perspective de la retraite, c'est aussi un moment de sa vie où on se projette dans un avenir. C'est un moment aussi où on se retourne sur sa vie, où on reconstitue sa carrière. Et puis ils ont fait leurs calculs, avec simplement. des éléments personnels. Mais certains sont perdants avec votre réforme. Non, il n'y a pas de perdants sur le montant des réformes. Il n'y a pas de perdants, vous l'affirmez ce matin. Personne ne verra sa retraite baisser. Pendant toute sa campagne, le président de la République, alors candidat à sa réélection, s'est engagé sur une retraite minimum égale à 85% du SMIC pour une carrière complète. C'est écrit dans sa profession de foi. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de tromperie. Il faut toujours tourner sa langue, cette fois, dans sa bouche. 1,8 million de retraités auront une revalorisation de leur retraite minimale qui tient compte du nombre d'années travaillées et du salaire. Il manque le chiffre magique de 1 200 €. Mais les 1 200 €, je le dis sur votre plateau, c'est une carrière complète au SMIC. Pardonnez-moi, on a beaucoup réécouté. Vous nous disiez... Prenez les archives. 2 millions de retraités actuels qui ont une retraite qui est inférieure à 1 200 € verront leur retraite majorée à 1 200 € brut par mois. Prenez les archives. Il faut être extrêmement précis. La réforme n'est pas injuste pour les femmes. Mais elle n'est pas juste. Vous avez dit, elle est juste. Vous l'avez même vantée comme telle. Il faut toujours tourner sa langue, cette fois, dans sa bouche. Évidemment, si vous reportez l'âge légal, elles sont évidemment un peu pénalisées par ce report de l'âge légal. On n'en disconvient absolument pas. Donc les femmes sont pénalisées par... Non, mais elles sont un peu plus impactées. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de tromperie. Nous posons une ligne rouge. Cependant, le pass sanitaire ne pourra jamais concerner les activités de la vie quotidienne. Le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants. En aucun cas, un pass sanitaire ne sera réclamé pour aller dans un commerce alimentaire ou dans un restaurant. Et je me permets d'insister sur ce point. Les centres commerciaux ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux. Aller dans un restaurant, aller dans un cinéma, aller dans un théâtre, aller faire son shopping. On n'utilisera pas le pass sanitaire pour cela, c'est sûr. Mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Pour les personnels soignants et non soignants, des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, la vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. En fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français. C'est pour cela aussi que nous devrons engager, dès que les conditions sanitaires seront réunies, la réforme des retraites. Dans les 5 ans à venir, moi je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je me suis engagé à ne pas le faire. C'est quand même mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce qu'on a dit. Oui, parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. J'ai toujours tenu un engagement. Au bout du compte, cette réforme de retraite est indispensable pour notre pays. Pour faire en sorte que tout au long de sa vie, on puisse travailler plus dans notre pays. C'est comme ça qu'on aura des marges de manœuvre. Donc la réforme des retraites, elle est essentielle. Pour sortir de situations où le même métier ne garantit pas la même retraite, oui, nous devrons travailler progressivement un peu plus longtemps. Il n'y a qu'un moyen de faire, si on est lucide. Comme nous vivons plus longtemps, c'est de travailler plus longtemps. Franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Et alors on va dire, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois, c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. Délai légal. Ce serait hypocrite. Hypocrite. Je ne pense pas que les Français qui ont à comprendre le contenu de cette réforme se préoccupent de savoir si c'est dans un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale ou dans un projet de loi ordinaire, a déclaré la Première ministre le 23 janvier lors de ses vœux à la presse. Mais celui qui pourrait bien s'en préoccuper, c'est le Conseil constitutionnel. Quelques remarques de son président Laurent Fabius ont fuité dans le Canard enchaîné le 18 janvier. Nous ne voulons pas de détournement de procédure. C'est une menace à peine voilée au gouvernement. Il pourrait y avoir de la censure. Le gouvernement subit donc des assauts sociaux, on l'a vu récemment avec la mobilisation en masse de la jeunesse, des assauts politiques, il rencontre aussi des problèmes internes à sa majorité, mais il pourrait avoir à se battre aussi sur le terrain constitutionnel. On fait le point.
Alors, à vos manuels de droit constit, prenez un air sérieux et gris, et surtout arrêtez de dire qu'une loi ou qu'un article de la Constitution stipule. Donc, un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, ça sert à modifier ou à rectifier, en cas de situation imprévue, la loi de financement de la sécurité sociale. Dans les faits, il n'y en a eu que 2, en 2011 et 2014, et surtout, on ne s'est jamais servi d'un tel véhicule législatif pour passer une réforme structurelle des régimes sociaux. Le PLFR-SS est encadré par l'article 47.1 de la Constitution. Le 47.1, et lui, c'est un article chronomètre, couperet. Son but, c'est d'éviter que les débats autour du budget ne s'éternisent. Pour cette réforme, le Parlement disposera donc de 50 jours pour débattre, dont seulement 20 en première lecture à l'Assemblée. Passé ce délai, le gouvernement saisit le Sénat, qui doit statuer dans un délai de 15 jours. La navette continue comme cela avant que tout se termine le 26 mars à minuit, pas une minute de plus. On peut penser que c'est assez brutal. Vous suivez ? Le point essentiel, c'est que toute la procédure parlementaire ne doit pas dépasser 50 jours, dont 20 à l'Assemblée. Ça nous amène au 26 mars. Sinon, le gouvernement peut décider de faire passer son projet de loi par ordonnance, c'est-à-dire de se passer des débats au Parlement. Ce projet donne des droits, on va dire, un peu exorbitants au gouvernement, puisqu'on peut tout à fait imaginer que la loi, à la fin, ne soit pas adoptée par le Parlement, mais qu'elle puisse quand même être mise en œuvre par le gouvernement par voie d'ordonnance. Alors on n'en est pas là, mais en tout cas, c'est une possibilité qui n'existerait pas normalement pour une loi ordinaire. D'un point de vue stratégique, passer par un PLFR-SS permet au gouvernement 1. De ne pas revivre l'obstruction parlementaire infligée par la France insoumise lors de l'examen du précédent projet de loi de réforme des retraites en 2020. 2. De ne pas nécessairement recourir au 49.3 pour ne pas échauffer la société. 3. Pouvoir tout de même y recourir, et de manière illimitée parce que c'est un texte budgétaire. Et 4. Se garder sous le coude, pour la session ordinaire, un autre 49.3 pour par exemple faire passer la loi immigration de Gérald Darmanin. Si on décortique les offres de Fabius sur l'éventuelle inconstitutionnalité de la réforme des retraites, on peut entendre le détournement de procédure en 2 sens, à propos du contenu et à propos de la forme. D'abord, le texte de la réforme des retraites pourrait être amputé de certaines de ses composantes. Un texte de loi de financement comme le PLFRSS n'est censé contenir que des dispositions d'ordre financier. Le Conseil constitutionnel pourrait juger qu'il contient des cavaliers sociaux, c'est-à-dire des éléments non strictement d'ordre financier, des sortes de passagers clandestins qu'il serait amené à censurer. Laurent Fabius aurait dit « Tout ce qui est hors champ financier peut être considéré comme un cavalier budgétaire, et, dans ce cas, il faudrait un deuxième texte. » Si ça se passe, on verra qu'il y a de la place pour l'argumentation et l'interprétation pour déterminer si telle disposition est un cavalier social ou pas. Laurent Fabius en a pointé 2, la pénibilité et l'index senior, dont l'impact sur l'équilibre financier n'est pas immédiatement évident. Le gouvernement, à l'inverse, cherchera à montrer leurs effets sur le financement de la Sécu. Une censure de ces mesures dites d'accompagnement serait très embêtante pour l'exécutif, car elles étaient présentées comme la contrepartie sociale, le sucré, aux mesures d'âge, le salé. Le Conseil constitutionnel pourrait détériorer, par des voies juridiques, la situation politique du gouvernement. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est un texte uniquement financier. Toutes les concessions sur l'index senior, sur la pénibilité, ça ne peut pas figurer dans le texte. Donc quand vous voulez aller chercher un député LR, ces concessions-là, c'est un tien vaut mieux que deux tu l'auras, parce qu'en réalité, ça viendra dans un autre texte, le texte travail, le texte rentage, etc. Ça ne viendra pas tout de suite, donc ce n'est pas efficace. Si le texte finalement proposé ne contenait que du salé, le niveau d'opposition au projet monterait d'un cran. Ensuite, le véhicule législatif choisi, le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, pourrait poser un problème de procédure. L'idée générale est que la procédure accélérée offerte par le 47.1, 50 jours au total, dont 20 à l'Assemblée, bride le débat parlementaire sans qu'aucune urgence ne le justifie. Le constitutionnaliste Dominique Rousseau rappelle dans 20 minutes que les différentes lois qui ont réformé la retraite, en 2010, 2013 ou même 2019, étaient des lois ordinaires. Dans une tribune publiée par Libération le 1er février, il estime que le recours injustifié à une procédure accélérée pourrait constituer un risque d'atteinte au principe de sincérité du débat parlementaire.
Le principe de sincérité, c'est ce qui assure que le Parlement représente bien la volonté générale. L'esprit de l'article 47.1, c'est que l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui a lieu à l'automne, ne puisse pas se prolonger au-delà du 1er janvier. Il faut un budget avant l'année prochaine. Une urgence comme une crise économique peut aussi justifier d'aller vite sur un projet de loi de financement rectificative au cours de l'année. Mais quelle que soit la position que l'on a sur la nécessité de la réforme des retraites, son urgence n'est pas de cet ordre. Et ses effets sur l'équilibre des comptes ne se produira que dans plusieurs années. S'agissant de la réforme des retraites, eh bien, il n'y a pas une telle urgence. Et c'est ça, évidemment, qui pose problème. C'est-à-dire que vous voulez dire qu'on pourrait imaginer que l'esprit de la loi est contourné dans cette procédure? Alors, complètement. Le Conseil constitutionnel pourrait affirmer que les débats ont été écourtés sans raison, et donc forcer le gouvernement à tout recommencer à zéro. Mais s'il ne le fait pas, s'il laisse passer, alors cela créerait un précédent qui permettrait de passer d'autres lois antisociales par cette voie. On voit donc que derrière la logique juridique ou constitutionnelle, il pourrait y avoir une décision politique des sages de freiner ce gros forceur de Macron. Enfin, je voulais dire de restreindre l'inventivité juridique du gouvernement en lui disant « Ouais, mais c'est pas toi qui décide !» Laurent Fabius, à nouveau, nous ne voulons pas de détournement de procédure. Nous nous référerons à la sincérité du débat. Si un texte arrive au Sénat sans vote préalable à l'Assemblée, c'est embarrassant. Il faut comprendre que ce que fait ici Fabius, c'est de contraindre implicitement le gouvernement à utiliser un 49.3. Il dit, si le texte sort de l'Assemblée en première lecture sans vote, le débat sera réputé insincère. Problème, par ailleurs, c'est que l'examen du texte à l'Assemblée ne sera jamais fini. Il y aura trop d'amendements. Le seul moyen qui reste de le faire adopter par l'Assemblée, c'est l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution, qui permet de déclarer un texte comme adopté, sauf si une motion de censure est votée. Il y a quelques semaines, dans le Canard enchaîné, vous avez Laurent Fabius qui envoie un scud. Il dit grosso modo, je veux un débat parlementaire où il devrait y avoir un vote. S'il doit y avoir un vote avec 20 000 amendements, soit vous arrivez au bout des 20 000 amendements et on y est encore en 2024, soit vous utilisez le 49 alinéa 3. Donc la menace d'une censure par le Conseil constitutionnel, s'il est saisi par 60 députés, pourrait contraindre le gouvernement à recourir au 49.3 dans quelques jours. Alors même qu'en passant par le 47.1 et le PLFRSS, il souhaitait l'éviter, pour ne pas échauffer la rue et l'opinion. Bon, mais faut pas s'enflammer, je crois pas que le Conseil constitutionnel se dise « on a très envie d'emmerder le gouvernement ». Les spécialistes soulignent que censurer pour insincérité des débats n'est pas le sport favori du Conseil. Faut pas s'attendre à ce que la réforme des retraites soit retoquée dans son ensemble. Il y a qu'une mobilisation sociale massive qui puisse faire reculer le gouvernement. Néanmoins, il faudra être attentif à l'attitude des sages, car il pourrait rajouter un élément de pression. On verra alors si le Conseil constitutionnel est un contre-pouvoir, ou bien s'il agit comme un passe-plat pour le gouvernement. À la semaine prochaine. Un menteur. Parce que c'est une injustice aujourd'hui, le modèle dans lequel nous vivons. On est en dictature, moi... Elle est forte, celle-là. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous savez très bien ce que vous avez dit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, elle est forte, celle-là. Soyez correct. Qu'il soit correct. Monseigneur le Grand. Buenas tardes, amigos. Les impôts sont là, monsieur le ministre. Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double. Les impôts, tout ça, c'est pour le roi. Mais dans Saluste, nos gens sont terriblement pauvres et... C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Je ne veux pas, moi, faire d'économies sur le dos ni des retraités, ni de celles et ceux qui sont à quelques années d'aller à la retraite. Donc je ne bougerai pas, si vous voulez, ces paramètres, qui est le niveau de la retraite actuelle ou l'âge. On va travailler un peu plus longtemps. Alors, mais on va le faire progressivement
et intelligemment. Et c'est ça, parce que je veux préciser une chose. Mais attendez, vous allez avoir il n'y a pas de recul sur ce que j'ai dit. Il y a une clarification et un temps de respiration. Changer la vie encore plus radicalement pour nos compatriotes. Ça suffit! Tiens, tu vas voir. Dis donc, ton article, il était faux, hein? Mais c'est exact, il était faux. Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai? Ben, c'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai? Que tout le monde croit qu'il était vrai? Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. C'est pourtant vrai qu'il était faux. Ça rime à quoi, ça rime à quoi? Bon, votre attitude, Emmanuel Macron, a souvent blessé les Français. Pas plus tard que cet après-midi, vous êtes revenu sur une déclaration qui avait fait polémique il y a quelques semaines. Vous vouliez emmerder les non-vaccinés. Et alors aujourd'hui, vous dites non, c'était affectueux. Je trouve bizarre vos marques d'affection. Je ne proposerai pas de modifier durant le quinquennat à venir l'âge de départ à la retraite. Et mentir, vous savez mentir? À la cour, c'est très utile. J'ai été sincère. J'ai toujours été sincère, direct. Et donc, cette sincérité, ce caractère direct, c'est ce qui me caractérise. Je ne me travestis pas, voyez. Je n'essaie pas de faire croire aux gens que je suis quelqu'un d'autre. Écoutez-moi bien. Si un jour, après avoir beaucoup travaillé, vous parvenez comme moi à un poste de très haute responsabilité, suivez mon exemple. Sachez rester simple, modeste. Repoussez l'orgueil. Monsieur le ministre, je vous remercie, la main sur le cœur, pour avoir répondu à la question que vous aviez vous-même posée le 4 mai 2010 à Éric Woerth, ministre en charge de la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy. Depuis, des millions de personnes sont dans la rue pour dire non à votre réforme. Depuis, vous avez retourné votre veste pour devenir ministre de la casse sociale et de l'impôt sur la vie. Monsieur le ministre, ça fait maintenant quelques semaines que vous recevez les partenaires sociaux pour évoquer la question des retraites. Et la réforme que vous souhaitez conduire. La main sur le cœur, vous vous êtes engagé devant nous. Et avant vous, le président de la République. À ne pas passer en force sur ce dossier. Et à mener une concertation approfondie, à rechercher une position de consensus. Malheureusement, la vérité est ailleurs. La concertation que vous avez promise apparaît pour ce qu'elle est. Un simulacre destiné à faire croire que vous avez d'autres priorités que celles que vous souffle le MEDEF. Et un mépris pour les propositions faites par les autres partenaires sociaux. Que vous recevez finalement sans les écouter ni les entendre. Par ailleurs, cette volonté de reculer l'âge de la retraite est doublement injuste. Injuste car elle écarte d'emblée la recherche d'autres recettes, notamment la mise à contribution de l'ensemble des revenus et en particulier ceux issus du capital. Entre les niches fiscales et le bouclier du même nom, beaucoup pourrait être fait pour que l'effort ne porte pas encore une fois sur les seuls salariés. Injuste aussi car elle fera porter l'effort sur des générations nées après 1970, aujourd'hui plus préoccupés par leur situation actuelle, par leur entrée sur le marché du travail, que par la question de leur retraite. À la précarité et au taux de chômage qu'ils connaissent, vous allez infliger une double peine aux moins de 30 ans, en éloignant toujours plus le moment de leur départ en retraite. Monsieur le ministre, ma question est double, mais elle est très simple. Allez-vous réellement prendre en compte les propositions des différents partenaires sociaux? Ou allez-vous imposer une réforme déjà décidée par l'Élysée? Allez-vous, oui ou non, reculer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. À l'issue de la concertation, le texte que nous vous présentons n'est pas le même qu'avant la concertation. Nous avons progressé sur la question des carrières longues, à la fois pour tenir compte de ceux qui ont commencé à travailler entre 16 et 18 ans, ça n'était pas le cas précédemment. Nous avons encore progressé cette semaine, la Première ministre l'a dit, pour tenir compte de ceux qui commencent à travailler entre 20 et 21 ans dans une logique, une perspective de relèvement de l'âge légal de départ. Nous avons progressé sur les carrières longues, sur l'amélioration du compte professionnel de prévention. Nous avons retenu la quasi-totalité des demandes des organisations syndicales. Bien, monsieur le ministre, je vous remercie, la main sur le cœur, pour avoir répondu à la question que vous aviez vous-même posée le 4 mai 2010 à Éric Woerth, ministre en charge de la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy. Depuis, des millions de personnes sont dans la rue pour dire non à votre réforme. Depuis, vous avez retourné votre veste pour devenir ministre de la casse sociale et de l'impôt sur la vie. Merci.
beaucoup. Sur le principe. Sur le principe, vous pouvez partir. Non mais en vrai. Maintenant ? Qu'est-ce que vous appelez votre retraite exactement? Bah, ça fait 10 ans que je retape ma cabane au Pays de Galles. Maintenant qu'elle tient debout, j'aimerais bien en profiter un peu. Mais enfin, je vais pas vous retenir de force, moi. Si vous voulez vous barrer, faites ce que vous voulez. Donc on peut partir quand on veut. Tu parles bla bla bla.